Imaginez la scène. Plus de 75 000 soldats encerclés, des centaines de chars immobilisés, des milliers de véhicules piégés en quelques heures, un piège colossal refermé sous le regard incrédule du monde entier. Comment un tel désastre est-il devenu réalité? Ce que je m'apprête à vous conter n'est pas une fiction, mais bien une page tragique et authentique de notre histoire récente, l'automne de l'année 2025, sous le ciel tourmenté de Kharkiv. Pour mesurer la portée de ce drame, rappelons qu'un tel nombre de prisonniers, 75 000, équivaut à la population d'une ville entière. Pour comparer, lors de la bataille de Stalingrad en 1943, l'encerclement allemand avait entraîné la capture de près de 91 000 soldats. En 2025, l'histoire semblait se répéter, mais à une échelle technologique et stratégique encore plus sophistiquée. Dans les états-majors, un chiffre hante les discussions. Plus de 75 000 combattants prisonniers, coupés de tout espoir de fuite. Pris au piège dans ce que l'on nomme désormais le chaudron de Kharkiv, ils sont cernés par des centaines de blindés et une logistique anéantie, piégés par une stratégie d'une précision terrifiante. Aussi incroyable que cela puisse sembler, tout est véridique. Cet automne-là, Kharkiv est devenu le théâtre d'une opération militaire sans précédent, bouleversant l'équilibre du conflit à l'échelle internationale. Cette manœuvre fulgurante est désormais un cas d'école, disséqué dans toutes les académies militaires pour sa brutalité, son audace et surtout l'ingéniosité de son exécution. Mais ce piège ne se limite pas à une simple victoire tactique. Il marque une révolution dans l'art de la guerre moderne, où information, vitesse de décision et guerre psychologique l'emportent bien souvent sur la seule puissance de feu. Ignorer ces nouveaux leviers, c'est s'exposer à de futures défaites et perdre la capacité d'anticiper les mutations des conflits contemporains. Si l'on compare avec la guerre du Golfe en 1991, où la supériorité aérienne et la rapidité des manœuvres avaient déjà surpris le monde, Kharkiv franchit un nouveau seuil. Ici, la technologie n'est pas seulement un outil, elle devient une arme psychologique, un multiplicateur de force qui transforme la panique en chaos. Aujourd'hui, nous levons le voile sur cette opération hors norme. Comment le piège s'est-il refermé? Pourquoi le chaudron de Kharkiv fascine-t-il encore stratèges et historiens? Restez attentifs, derrière ces chiffres, c'est le sort de nations entières qui s'est joué en quelques jours d'automne. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir aux origines de l'opération et aux choix décisifs qui ont conduit à l'encerclement. Qui a réellement pris l'initiative et comment la surprise a-t-elle été rendue possible? Pourquoi Kharkiv? Ce n'était pas qu'un simple point sur une carte, mais le cœur battant de la guerre à l'Est. À ce moment charnière, Kharkiv servait de pivot logistique. Près de 40% du ravitaillement ennemi passait par ses gares et ses routes. Si cette artère cédait, l'adversaire s'effondrait, privé de ressources et d'espoir. Mais Kharkiv était aussi une cité d'usines, dont les machines tournaient jour et nuit sous les bombardements. Malgré les frappes incessantes, on y réparait des blindés, on y fabriquait des armes. La ville tenait, défiant la destruction. Depuis ses faubourgs, les salves traversaient la frontière, frappant le territoire russe. Pour des milliers de civils, Kharkiv incarnait la peur, une menace constante, jamais réduite au silence. Mois après mois, la ville s'était changée en forteresse. Des kilomètres de tranchées, des bunkers enfouis, un labyrinthe défensif à étages. Kharkiv résumait la puissance industrielle et la détermination de l'adversaire. La conquérir, c'était briser l'épine dorsale de sa résistance. Pourtant, un assaut direct aurait été du suicide, des pertes par milliers, un cauchemar urbain sans fin. La tentation d'en finir vite devait être réprimée par la raison stratégique. Le siège de Leningrad, pendant la Seconde Guerre mondiale, long de près de 900 jours, a montré à quel point prendre une ville fortifiée peut coûter cher. Les commandants de 2025 avaient d'eux retenu la leçon. Il fallait éviter l'hécatombe, ne pas transformer Kharkiv en charnier. Mal juger Kharkiv, c'était risquer la catastrophe militaire et politique. En saisir l'importance, c'était comprendre que le sort d'une nation pouvait se jouer là. Alors il fallut repenser la guerre. L'heure n'était plus aux offensives classiques, mais à la perfection d'une stratégie d'encerclement implacable. Ce choix allait changer le cours du conflit. Mais derrière ce plan audacieux se cachait une complexité inédite. Les préparatifs exigèrent une discrétion et une coordination sans faille. Prenons l'exemple de la bataille de Koursk en 1943. Là aussi, la surprise et la préparation avaient été déterminantes, mais jamais une synchronisation aussi fine n'avait été atteinte que lors de Kharkiv. L'orage éclate. 2 mâchoires d'acier irrésistibles se referment sur Kharkiv. Aux premières lueurs, 2 assauts fulgurants frappent.
l'un au nord, l'autre au sud. La mission est nette, sectionner chaque artère qui relie la ville au monde, rail ou route, et piéger la garnison. Les voies de ravitaillement deviennent la cible principale. Chaque convoi surpris est cloué sous le feu. Les armées d'élite se déploient. D'un côté, des divisions blindées progressent en blocs serrés, creusant la boue sous leurs chenilles. De l'autre, les parachutistes s'infiltrent loin derrière les lignes, sabotant communications et arrières. L'artillerie lourde et l'aviation bombardent sans répit les points d'appui. Les technologies de pointe amplifient la violence. Drones, brouilleurs, missiles, tout est mis en œuvre. La vitesse devient la clé. Après des tirs d'artillerie intenses, les colonnes mécanisées percent, avançant parfois de 20 km en une journée. Les éclaireurs débordent dans les bastions, laissent derrière eux les poches de résistance et resserrent l'étao. Chaque minute accélère l'asphyxie de la ville. Pour illustrer, lors de la bataille de la Poche de Falaise en 1944, les Alliés ont encerclé et détruit plusieurs divisions allemandes en quelques jours grâce à une manœuvre similaire, mais sans l'appui des technologies de pointe dont disposaient les belligérants à Kharkiv. Dans le ciel, la supériorité aérienne est totale. Hélicoptères et chasseurs-bombardiers traquent sans relâche toute troupe ennemie. Les tentatives de contre-attaque sont brisées avant de naître. Les routes sont pilonnées, les convois pulvérisés, les réserves écrasées loin du front. Kharkiv se retrouve isolé, coupé du monde. L'étau se resserre sur les axes stratégiques. Rails dynamités, viaducs détruits, échangeurs verrouillés, la garnison est piégée dans sa propre citadelle. Jour après jour, la carte des ravitaillements s'efface, remplacée par un no man's land infranchissable. Les défenseurs, acculés, tentent des percées désespérées. Infanterie et chars s'élancent, cherchant le moindre point faible. Mais chaque attaque est écrasée. Frappes de précision, brouillage, tirs croisés d'artillerie, la technologie et la coordination réduisent dans chaque tentative à un nouvel échec. Le moindre faux pas aurait coûté bien plus qu'un simple revers. Une occasion unique perdue, des pertes humaines et matérielles irrémédiables. Mais la froide logique de l'encerclement prévaut. La garnison ennemie, coupée du monde, est condamnée. Mais dans l'ombre de ces victoires tactiques, une autre bataille commence, celle pour la survie, l'endurance et le moral de chaque côté du front. C'est ici que la guerre prend une tournure plus sombre et imprévisible. Quand chaque geste est surveillé, chaque échappée brisée, le chaudron de Kharkiv sombre dans sa nuit la plus noire. L'étouffement total de la garnison encerclée. Le piège s'est refermé en une double ceinture, sans faille ni pitié. Personne ne pouvait franchir ce mur invisible. Autour des défenseurs épuisés, la technologie moderne frappait sans répit. Des essaims de drones scrutaient le ciel, de jour comme de nuit, traquant la moindre trace de vie sous les arbres ou parmi les ruines. À la plus petite alerte, l'artillerie tonnait. Les frappes aériennes, chirurgicales, s'abattaient sans prévenir. Chaque tentative de ravitaillement, chaque convoi de secours était repéré puis anéanti. Les pistes forestières, autrefois voies d'espoir, étaient déminées, piégées, surveillées. Rien ni personne n'échappait à l'œil impitoyable de la surveillance électronique. Mais l'ennemi subissait aussi une autre pression, plus subtile, un blocus psychologique implacable. Jour après jour, des haut-parleurs crachaient trop des messages de reddition. Des milliers de tracts, largués sans relâche, promettaient la vie sauve à ceux qui déposeraient tôt les armes. Les fréquences radio, saturées d'ultimatums et de négociations, rongeaient les dernières résistances. La démoralisation s'insinuait partout. D'abord, ce furent des ordres ignorés, des patrouilles abandonnées. Quelques soldats tentaient la fuite, jetant leur uniforme à la lisière de la forêt, mais étaient capturés un à un. Rapidement, de petits groupes se rendaient, hagards, guidés par la lumière froide des drones. L'effondrement devint inévitable. Les chefs perdaient tout contrôle. Radio muette, vivres rationnés, chaque nuit pesait plus lourd que la précédente. La chaîne de commandement s'est dissoute dans une stupeur glacée. Les appels à la résistance n'étaient plus que des murmures dans le néant. Privé d'espoir, isolé du monde, l'ennemi n'était plus qu'une poignée d'hommes désorientés, sans secours possible, sans avenir. Dans cette étreinte où la technologie se mêle à la guerre psychologique, la maîtrise des méthodes modernes a fait basculer le destin de la bataille. La supériorité dans l'information et l'encerclement pouvaient changer l'histoire, éviter des massacres inutiles et briser toute volonté adverse. À l'aube, une seule question subsistait. Combien de jours tiendraient-ils avant la reddition totale ? Mais la fin du siège, loin de marquer un simple changement de drapeau, allait provoquer des répercussions bien plus vastes. Car ce qui s'était joué à Kharkiv dépassait de loin le sort d'une seule ville. Au-delà de la victoire tactique, que retient-on vraiment du chaudron de Kharkiv ?
Derrière le tumulte des chars et la déflagration des canons, l'opération a mis en lumière une vérité implacable. Seule la coordination absolue entre toutes les armes et toutes les technologies permet de remporter la guerre moderne. À Kharkiv, chaque section, chaque drone, chaque opérateur, chaque canal de communication fut orchestré pour frapper à l'unisson, au moment décisif. L'époque où la force brute décidait du sort d'une bataille est révolue. Aujourd'hui, c'est la combinaison instantanée du feu, de la manœuvre et de l'information qui change la donne. Ceux qui savent fusionner la surveillance, la frappe de précision, la guerre électronique et l'agilité opérationnelle prennent l'avantage. Kharkiv a montré que la collecte et l'exploitation rapide des renseignements comptaient autant que la puissance de feu la plus redoutable. Mais l'innovation majeure, c'est la place accordée à la guerre psychologique et informationnelle. Les rumeurs savamment diffusées, la guerre des drones mise en scène sur les réseaux, la manipulation du moral adverse, tout cela a pesé aussi lourd que les colonnes de blindés. Désormais, saper la confiance du commandement ennemi, désorganiser la chaîne décisionnelle, semer la panique via la maîtrise des flux informationnels sont devenus des armes à part entière. À Kharkiv, l'effondrement moral a précédé la rupture des lignes de défense. Un autre enseignement essentiel concerne le contrôle des ressources, la supériorité technologique et la vitesse d'exécution. Celui qui mobilise plus vite ses réserves, innove dans l'emploi des drones ou sature le ciel de brouillage impose son rythme. À Kharkiv, chaque minute gagnée s'est traduite en kilomètres de terrain conquis et en journées de résistance économisées. Certes, l'encerclement et la surprise ont souvent décidé du sort des armées, mais jamais auparavant ces principes n'avaient été appliqués avec tant de moyens technologiques et d'intelligence informationnelle. À l'automne de l'année 2025, le chaudron de Kharkiv a surpassé tous les précédents, devenant un cas d'école des théories modernes de la guerre. Les conséquences stratégiques furent immédiates et profondes. Écroulement de la défense ennemie, désordre politique au sommet, rupture des soutiens extérieurs. En quelques jours, l'initiative changeait de camp. Le courage des soldats n'a pu compenser ni la défaillance du commandement, ni la désintégration du front. Ignorer ces leçons, c'est exposer nos armées, nos dirigeants et nos sociétés à l'imprévu, incapables de réagir face à des offensives fulgurantes et dévastatrices. Le chaudron de Kharkiv nous oblige à repenser nos doctrines, à renforcer nos défenses informationnelles et à placer l'innovation au cœur de la préparation à la guerre de demain. Mais derrière l'éclat de cette victoire, une question demeure. À quel prix s'obtient une telle supériorité et quelle vulnérabilité expose-t-elle ? L'après-Kharkiv soulève des dilemmes dont les conséquences pourraient être dépasser le champ de bataille. Le chaudron de Kharkiv n'est pas seulement un triomphe passé. C'est un signal d'alarme pour ceux qui croient encore aux anciennes règles du jeu. Ce qui s'est joué là-bas dépasse la simple victoire militaire. À Kharkiv, la force brute a laissé la place à l'anticipation, à l'innovation, à la manipulation de l'information et à la compréhension des ressorts psychologiques, aussi bien des ennemis que des populations. Saisir ces nouveaux codes, c'est comprendre que la guerre moderne engage toute la société. Soldats, ingénieurs, analystes, communicants. Chacun devient stratège à sa manière. Ignorer ces évolutions, c'est abandonner son destin à ceux qui savent manier ces armes invisibles. Refuser d'apprendre du chaudron de Kharkiv, c'est accepter de subir. Plus les conflits deviennent complexes, plus l'ignorance ou l'inertie mettent en danger la sécurité, la souveraineté et même l'avenir d'une nation. Comprendre la guerre aujourd'hui, c'est s'offrir une chance de survivre demain. Désormais, il ne s'agit plus seulement de frontières ou de batailles. La réputation, l'économie, la voix sur la scène mondiale sont aussi en jeu. La maîtrise des outils modernes du conflit peut, d'un seul mouvement, renverser le cours de l'histoire, comme à Kharkiv. Voilà pourquoi il faut se préparer, individuellement et collectivement. S'informer, débattre, aiguiser son esprit critique. Nul n'est à l'abri d'un choc soudain, mais chacun peut choisir de devenir acteur plutôt que simple spectateur. Pour ceux qui souhaitent agir, plusieurs pistes concrètes s'offrent à nous. D'abord, encourager l'éducation à l'information, apprendre à décrypter les manipulations et les rumeurs. Ensuite, investir dans la recherche et le développement de technologies de défense, non seulement sur le plan militaire, mais aussi civil, pour anticiper les futures menaces hybrides. Les municipalités peuvent organiser des exercices de gestion de crise, former des réserves citoyennes prêtes à réagir en cas d'attaque informationnelle ou cybernétique. Les entreprises, elles, doivent intégrer la résilience et la cybersécurité à leur stratégie, car la guerre moderne ne fait plus de distinction entre la sphère militaire et civile. Au niveau individuel, chacun peut renforcer son esprit critique.
vérifier ses sources, diversifier ses lectures, participer à des débats de fond sur la sécurité et la souveraineté. Plus une société est informée, plus elle est difficile à manipuler. Enfin, l'expérience de Kharkiv montre qu'aucune armée ne peut gagner seule. L'appui de la population, la mobilisation des savoirs, la solidarité intergénérationnelle sont des clés. Chacun, du scientifique au simple citoyen, a un rôle à jouer dans la défense collective. Le chaudron de Kharkiv restera dans les annales. Mais la prochaine leçon pourrait frapper à notre porte, à tout instant. Il ne tient qu'à nous d'en tirer la sagesse et de faire front ensemble face aux défis de demain.